Je vais vous révéler les 5 examens médicaux que je refuserai catégoriquement après 60 ans, et pourquoi certains d'entre eux peuvent faire plus de mal que de bien. Trop souvent, on pense que plus on fait de tests, mieux on est soigné. Mais la réalité médicale pour les seniors est bien plus nuancée et mérite une attention particulière. Il est crucial de comprendre que certains dépistages, autrefois routiniers, peuvent déclencher une cascade d'interventions inutiles et risquées qui n'améliorent pas votre espérance de vie. J'ai vu trop de patients subir des complications évitables simplement parce qu'ils ont suivi un protocole standard sans poser les bonnes questions à leur médecin. Il y a quelques années, je me souviens d'un patient nommé Marcel, âgé de 78 ans, qui est venu me voir en parfaite santé apparente mais terrifié par un résultat d'analyse. Son ancien médecin lui avait prescrit une batterie de tests sans raison précise, juste pour voir, et l'un de ces résultats l'a plongé dans un tourbillon d'angoisse et de rendez-vous inutiles. Au lieu de profiter de sa retraite, il passait ses journées dans des salles d'attente, craignant une maladie qu'il n'avait probablement pas, victime d'une surmédicalisation qui ignorait son bien-être réel. Ce scénario est malheureusement fréquent, et il est possible que votre propre médecin, par habitude ou par prudence excessive, vous propose des examens qui ne sont plus adaptés à votre âge. 1. Le dépistage systématique du cancer de la prostate, PSA, après 75 ans. L'un des premiers examens que je remettrai sérieusement en question après 75 ans est le dosage systématique de l'antigène prostatique spécifique, plus connu sous le nom de PSA. Ce test sanguin mesure une protéine produite par la prostate, et un taux élevé peut indiquer un cancer, mais aussi une simple inflammation ou une augmentation bénigne du volume de la glande. Le problème majeur avec ce dépistage systématique chez les hommes âgés est qu'il conduit souvent à découvrir des cancers à évolution très lente qui n'auraient jamais causé de symptômes ni menacé la vie du patient. Traiter ces cancers dormants implique souvent des biopsies, des chirurgies ou des radiothérapies, des procédures lourdes qui comportent des risques significatifs d'incontinence urinaire et de dysfonction érectile. Pour un homme de cet âge, la qualité de vie est primordiale, et risquer ses effets secondaires pour traiter une maladie qui ne l'aurait probablement jamais tué est un calcul risqué. Il est essentiel de discuter avec votre médecin des bénéfices réels de ce dépistage par rapport aux risques potentiels, en tenant compte de votre état de santé global et de vos priorités personnelles. Je me souviens très bien de Jean, un homme de 79 ans, qui vivait paisiblement jusqu'à ce qu'un test PSA de routine révèle une légère élévation. Cela a déclenché une série d'examens invasifs, dont une biopsie douloureuse qui s'est infectée, le forçant à être hospitalisé pendant plusieurs jours. Finalement, le cancer détecté était de très bas grade et ne nécessitait aucun traitement immédiat, mais l'expérience l'avait laissé affaibli et anxieux. Si on avait laissé Jean tranquille, il aurait continué sa vie sans jamais savoir qu'il avait ce petit foyer cancéreux inoffensif. Le concept de surdiagnostic est difficile à accepter, car on nous a toujours dit que le dépistage précoce sauve des vies, ce qui est vrai pour beaucoup de cancers mais moins évident pour la prostate à un âge avancé. De nombreuses études montrent que le dépistage systématique du PSA chez les hommes de plus de 75 ans ne réduit pas significativement la mortalité liée au cancer de la prostate. En revanche, les traitements agressifs qui en découlent peuvent réduire considérablement la qualité des années restantes, transformant un homme en bonne santé en un patient chronique. Il faut comprendre que la plupart des hommes qui vivent jusqu'à un âge très avancé ont des cellules cancéreuses dans leur prostate, mais que celles-ci restent souvent inactives et ne se propagent pas. C'est ce qu'on appelle mourir avec un cancer de la prostate, et non du cancer de la prostate. Une distinction cruciale pour éviter des interventions inutiles. Plutôt que de traquer chaque anomalie biologique, la médecine gériatrique moderne privilégie une approche centrée sur les symptômes et le confort du patient. Si vous n'avez aucun symptôme urinaire gênant, comme des difficultés à uriner ou des douleurs, il est tout à fait raisonnable de refuser ce test après une discussion éclairée. Votre médecin doit respecter votre choix de ne pas savoir, surtout si la connaissance d'une anomalie ne changerait pas votre décision de refuser un traitement lourd. La surveillance active, qui consiste à surveiller l'évolution sans traiter immédiatement, est une option,
mais elles génèrent souvent une anxiété chronique difficile à gérer au quotidien. Pour prendre une décision éclairée, demandez à votre médecin: si ce test est positif, est-ce que cela changera vraiment ma prise en charge, compte tenu de mon âge et de ma santé? Si la réponse est non, ou si le traitement proposé risque de vous rendre incontinent ou impuissant, alors le test n'a peut-être pas lieu d'être. C'est une conversation courageuse, mais nécessaire pour préserver votre intégrité physique et votre tranquillité d'esprit. Il est aussi important de noter que les recommandations médicales évoluent et que de nombreuses organisations de santé déconseillent désormais le dépistage systématique après 75 ans. Cependant, certaines habitudes médicales ont la vie dure, et il n'est pas rare que des médecins continuent de prescrire ce test par automatisme. C'est pourquoi vous devez être acteur de votre santé et ne pas hésiter à questionner la pertinence de chaque examen prescrit. En fin de compte, le but de la médecine à cet âge devrait être d'ajouter de la vie aux années et non seulement des années à la vie, surtout si ces années sont marquées par des complications médicales. Refuser un test PSA n'est pas un abandon de soi, mais une décision réfléchie pour protéger sa qualité de vie contre les effets pervers de la médecine moderne. C'est choisir de vivre sans l'épée de Damoclès d'un diagnostic qui n'aurait peut-être jamais eu de conséquences réelles. 2. La coloscopie de routine après 75 ans. Un autre examen que j'aborderai avec une extrême prudence après 75 ans est la coloscopie de dépistage, surtout si vous en avez déjà eu des normales par le passé. La coloscopie est un outil formidable pour prévenir le cancer du côlon chez les adultes plus jeunes, mais son rapport bénéfice-risque change radicalement avec l'âge. La procédure elle-même, qui implique une préparation intestinale rigoureuse et une sédation, peut être très éprouvante pour un organisme vieillissant. La préparation, qui nécessite de boire de grandes quantités de laxatifs puissants, peut entraîner une déshydratation sévère et des déséquilibres électrolytiques dangereux pour le cœur et les reins. Chez une personne âgée fragile, cela peut suffire à provoquer un malaise, une chute ou même une insuffisance rénale aiguë nécessitant une hospitalisation. De plus, le risque de perforation du côlon pendant l'examen augmente avec l'âge, car la paroi intestinale devient plus fine et plus fragile. Je me rappelle le cas d'Hélène, une femme de 76 ans, active et en bonne santé, qui a accepté une coloscopie de routine simplement parce que son médecin lui a dit qu'il était temps. La procédure s'est compliquée d'une petite perforation qui a nécessité une intervention chirurgicale d'urgence et une longue convalescence difficile. Hélène, qui marchait tous les jours avant cet examen, a mis des mois à retrouver son autonomie, regrettant amèrement d'avoir accepté un examen invasif alors qu'elle ne ressentait aucun symptôme. Il est prouvé que le temps nécessaire pour qu'un petit polype se transforme en cancer dangereux est d'environ 10 à 15 ans. Si vous avez 75 ou 80 ans, il est peu probable qu'un nouveau polype ait le temps de devenir une menace sérieuse pour votre vie. Ainsi, le bénéfice préventif de l'examen diminue considérablement, tandis que les risques liés à l'anesthésie et aux gestes techniques augmentent de façon exponentielle. Bien sûr, si vous avez des antécédents familiaux lourds de cancer du côlon, ou si vous présentez des symptômes inquiétants comme du sang dans les selles, la discussion est différente. Dans ce cas, il s'agit d'une coloscopie diagnostique et non plus de dépistage, et les bénéfices peuvent l'emporter sur les risques. Mais pour une personne sans symptômes et sans antécédents particuliers, continuer à dépister indéfiniment n'est pas une stratégie médicale sensée. Il existe des alternatives moins invasives pour surveiller la santé de votre côlon, comme les tests immunochimiques fécaux, FIT, qui recherchent des traces de sang invisibles dans les selles. Ces tests sont sans risque, faciles à réaliser à domicile et ne nécessitent aucune préparation pénible ni arrêt de vos médicaments habituels. Si ce test revient positif, alors seulement la question d'une coloscopie pourra être discutée, en pesant soigneusement le pour et le contre. Discutez avec votre médecin de votre espérance de vie estimée et de vos priorités. Préférez-vous éviter tout risque de cancer, même minime, ou préférez-vous éviter les interventions médicales lourdes? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais il est crucial que ce choix soit le vôtre et qu'il soit basé sur une information claire et loyale. Trop souvent, les seniors subissent ces examens par conformisme, sans réaliser qu'ils ont le droit de dire non. La sédation utilisée pour la coloscopie, bien que généralement légère, peut aussi avoir des effets cognitifs temporaires chez les personnes âgées.
aggravant parfois des troubles de la mémoire existants. C'est un aspect souvent négligé, mais qui peut impacter l'autonomie et le bien-être psychologique dans les jours ou les semaines suivant l'examen. La médecine doit toujours prendre en compte la personne dans sa globalité et non se focaliser uniquement sur un organe. En résumé, passé un certain âge, la meilleure prévention n'est pas toujours technologique, mais réside dans un mode de vie sain et une écoute attentive de son corps. Manger des fibres, rester hydraté et actif sont des moyens plus sûrs et plus agréables de prendre soin de son système digestif que de subir des examens invasifs à répétition. La sagesse médicale consiste à savoir quand s'arrêter, quand le mieux devient l'ennemi du bien. Si votre médecin insiste pour une coloscopie après 75 ans, alors que vos examens précédents étaient de normaux, demandez-lui explicitement quels sont les risques spécifiques pour vous. N'ayez pas peur de demander s'il existe une alternative moins agressive ou si une simple surveillance clinique ne serait pas suffisante. Votre corps vous appartient, et à cet âge, le protéger des agressions inutiles est une priorité absolue. 3. L'analyse d'urine, ECBU, systématique sans symptômes urinaires. Le troisième examen que je refuserai sans hésitation, en l'absence de symptômes clairs, est l'analyse d'urine systématique, souvent pratiquée lors d'un bilan général ou avant une hospitalisation. Il est très fréquent chez les personnes âgées, en particulier les femmes, d'avoir des bactéries présentes dans l'urine sans que cela ne cause la moindre infection ou le moindre symptôme. C'est ce qu'on appelle une bactériurie asymptomatique, une condition bénigne qui ne nécessite aucun traitement. Cependant, lorsque ces bactéries sont découvertes fortuitement lors d'un test de routine, le réflexe médical est souvent de prescrire des antibiotiques au cas où. C'est une erreur majeure qui contribue à l'antibiorésistance et expose le patient à des effets secondaires inutiles, comme des troubles digestifs ou des réactions allergiques. Traiter une bactériurie asymptomatique ne prévient pas les infections futures et ne réduit pas la mortalité. Au contraire, cela sélectionne des germes plus résistants. Je pense souvent à Madeleine, une dame de 82 ans vivant en maison de retraite, chez qui on faisait des bandelettes urinaires tous les mois par protocole. À chaque fois qu'on trouvait des bactéries, on lui donnait des antibiotiques, ce qui lui causait des diarrhées sévères et une fatigue intense, sans jamais améliorer sa santé, puisqu'elle ne se plaignait de rien au départ. Ce cercle vicieux a duré des mois, jusqu'à ce qu'un nouveau médecin arrête tout, et Madeleine a retrouvé son énergie et son appétit. Le système urinaire des seniors change avec l'âge, et la présence de bactéries devient presque physiologique pour beaucoup, sans pour autant signifier maladie. Vouloir stériliser les urines à tout prix est une bataille perdue d'avance qui perturbe l'équilibre naturel de la flore bactérienne du patient. Si vous n'avez pas de brûlure en urinant, de fièvre, de douleur au bas-ventre ou d'envies pressantes inhabituelles, un test positif ne veut probablement rien dire. Il est crucial de distinguer la présence de bactéries de l'infection urinaire réelle, qui, elle, se manifeste par des signes cliniques clairs et gênants. Un simple changement de couleur ou d'odeur de l'urine, souvent dû à l'alimentation ou à l'hydratation, ne suffit pas à justifier une analyse bactériologique complète. L'hydratation reste le meilleur moyen de prévenir les vrais problèmes urinaires, en assurant un flux régulier qui nettoie naturellement la vessie. Les antibiotiques prescrits inutilement peuvent aussi interagir avec vos autres médicaments, comme les anticoagulants, et déséquilibrer votre traitement habituel. De plus, ils détruisent la bonne flore intestinale, ce qui peut vous rendre plus vulnérable à d'autres infections plus graves, comme celle à Clostridium difficile. C'est un risque bien trop élevé pour traiter quelque chose qui ne vous rendait même pas malade. Si votre médecin vous prescrit une analyse d'urine pour un contrôle, alors que tout va bien de ce côté-là, posez la question de son utilité réelle. Vous pouvez dire « Docteur, je n'ai aucune gêne urinaire. Est-ce vraiment nécessaire de chercher des bactéries qui ne me dérangent pas ?» La plupart des médecins consciencieux reconnaîtront que les recommandations actuelles déconseillent le dépistage et le traitement de la bactériurie asymptomatique chez le sujet âgé. Il faut parfois du courage pour remettre en question des pratiques bien ancrées dans les établissements de soins ou les cabinets médicaux. Mais rappelez-vous que la médecine n'est pas une science exacte et que les protocoles doivent être adaptés à chaque individu. Votre ressenti clinique, comment vous vous sentez,
est souvent plus important qu'un résultat de laboratoire isolé. En refusant ce test inutile, vous vous protégez contre la surmédicalisation et vous préservez l'efficacité des antibiotiques pour le jour où vous en aurez vraiment besoin. C'est une démarche de santé publique autant qu'une protection individuelle. Moins de tests inutiles signifie moins de traitements inutiles et donc moins de risques pour votre santé globale. Finalement, la confiance en son médecin est essentielle, mais elle doit être un dialogue, pas une soumission aveugle. Un bon médecin prendra le temps de vous expliquer pourquoi il ne traite pas une analyse positive si vous n'avez pas de symptômes, et il vous rassurera sur le fait que c'est la meilleure décision pour votre santé. Soyez attentif à votre corps, signalez tout changement réel, mais ne cherchez pas des problèmes là où il n'y en a pas. 4. L'imagerie du dos, scanner IRM, pour une douleur lombaire récente, moins de 6 semaines. Le 4e examen que je refuserai, sauf en présence de signaux d'alarme très spécifiques, est l'imagerie systématique du dos, scanner ou IRM, pour une douleur lombaire apparue récemment, c'est-à-dire depuis moins de 6 semaines. Nous vivons dans une société où l'on pense que voir, c'est comprendre, et beaucoup de patients réclament une image pour savoir exactement ce qui ne va pas dans leur dos. Cependant, chez les personnes de plus de 60 ans, passer une IRM lombaire sans raison grave est souvent la porte ouverte à des inquiétudes inutiles et à des traitements agressifs. La raison est simple, après 60 ans, presque tout le monde a des anomalies visibles sur une IRM de la colonne vertébrale, même sans avoir la moindre douleur. On y verra des disques usés, de l'arthrose, des petits débords discaux ou des canaux un peu rétrécis. Ces images sont le reflet normal du vieillissement de la colonne, tout comme les rides sont le reflet du vieillissement de la peau. Le problème survient quand on associe automatiquement la douleur ressentie à ces images banales. Je me souviens de Sophie, une femme active de 68 ans, qui s'est fait mal au dos en jardinant. Son médecin, pour la rassurer, lui a prescrit une IRM qui a révélé une hernie discale et de l'arthrose. Sophie, terrifiée par ces termes médicaux et persuadée que son dos était foutu, a cessé toute activité physique, de peur d'aggraver son état. Cette inactivité a affaibli ses muscles, augmenté sa raideur et paradoxalement, aggravé ses douleurs, la conduisant presque à la chirurgie. En réalité, la douleur de Sophie était probablement musculaire et ligamentaire et aurait guéri avec du temps, du mouvement doux et de la kinésithérapie. L'image a transformé un problème temporaire en une maladie chronique dans son esprit. C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. La connaissance d'une anomalie mineure ou normale, pour l'âge, finit par créer ou aggraver les symptômes. Les recommandations médicales internationales sont claires, en l'absence de signes de gravité, comme une perte de poids inexpliquée, de la fièvre, des antécédents de cancer ou une paralysie progressive. Il ne faut pas faire d'imagerie avant au moins 6 semaines de traitement conservateur. Le traitement conservateur inclut le maintien d'une activité physique modérée, des antalgiques simples et de la rééducation. Dans 90% des cas, la douleur lombaire aiguë s'améliore considérablement ou disparaît en moins de 6 semaines, quelle que soit l'image de votre dos. Si vous passez une IRM trop tôt, vous risquez de vous engager dans un engrenage de consultations spécialisées, d'infiltration et même de chirurgie pour réparer des images qui n'étaient peut-être pas la cause de votre douleur. La chirurgie du dos est complexe, comporte des risques non négligeables, infections, lésions nerveuses, échec du soulagement, et nécessite une longue rééducation. Elle ne devrait être envisagée qu'en dernier recours, lorsque tout le reste a échoué et que la cause de la douleur est identifiée avec certitude. Il est donc essentiel de résister à la tentation de vouloir savoir tout de suite. La patience est souvent le meilleur remède pour le mal de dos. Continuez à bouger autant que possible, marchez, faites vos étirements, appliquez de la chaleur et faites confiance à la capacité de votre corps à guérir. Si la douleur persiste au-delà de 6 à 8 semaines, malgré un traitement bien conduit, ou si elle s'aggrave, alors l'imagerie devient justifiée pour chercher une cause plus rare ou plus complexe. Mais dans les premières semaines, une radio ou un scanner ne changera rien à votre traitement. On vous dira de bouger et de prendre des anti-inflammatoires. L'irradiation inutile d'un scanner ou le coup d'une IRM ne vous apporteront aucun soulagement immédiat. Au contraire, cela risque de focaliser votre attention sur votre dos et d'augmenter votre anxiété,
ce qui est connu pour amplifier la perception de la douleur. Soyez rassuré par votre médecin s'il vous examine et vous dit qu'il n'y a pas d'urgence à faire des radios. Cela signifie qu'il a éliminé les causes graves et qu'il vous fait confiance pour récupérer avec le temps. C'est une marque de compétence et non de négligence. Demandez-lui plutôt « Quel mouvement puis-je faire pour soulager ma douleur ?» ou « Quand pourrais-je reprendre mes activités habituelles ?» En refusant l'imagerie précoce pour une lombalgie commune, vous évitez l'étiquette de malade du dos et vous gardez le contrôle sur votre rétablissement. Vous privilégiez une approche active et fonctionnelle plutôt qu'une approche passive et structurelle. Votre dos est plus solide que vous ne le pensez et il a besoin de mouvement, pas forcément d'image, pour aller mieux. 5. Le bilan cardiaque complet, test d'effort, chez le patient asymptomatique à faible risque. Le 5e et dernier examen que je remettrai en question est le bilan cardiaque complet, incluant l'épreuve d'effort, test sur tapis roulant ou vélo, chez une personne de plus de 60 ans qui ne présente aucun symptôme cardiaque et qui est à faible risque cardiovasculaire. Il est courant de penser qu'un check-up cardiaque annuel est une bonne assurance vie, mais la réalité est que chez les patients asymptomatiques, ces tests peuvent générer beaucoup de faux positifs. Un faux positif signifie que le test indique un problème cardiaque alors qu'il n'y en a pas, ou que l'anomalie détectée n'est pas significative. Chez les seniors, les vaisseaux sanguins sont naturellement moins souples et le cœur a vieilli, ce qui peut fausser les résultats d'un test d'effort standard. Lorsqu'un test est douteux ou positif, la procédure suivante est souvent une coronarographie, un examen invasif où l'on introduit une sonde dans les artères du cœur pour visualiser les vaisseaux. La coronarographie n'est pas sans danger. Elle comporte des risques de saignement, d'infection, d'accident vasculaire cérébral ou de réaction aux produits de contraste. De plus, si l'on trouve un rétrécissement partiel d'une artère, ce qui est très fréquent après 60 ans, on peut être tenté de poser un stent, un petit ressort, pour l'ouvrir. Or, de grandes études ont montré que chez les patients sans angine de poitrine, douleur thoracique à l'effort, la pose de stent n'évite pas les infarctus et ne prolonge pas la vie par rapport à un traitement médical optimal, médicaments et hygiène de vie. Je pense à Robert, 70 ans, qui marchait tous les jours sans essoufflement. Son nouveau médecin lui a prescrit un test d'effort par principe. Le test a montré une légère irrégularité, ce qui a conduit à une scintigraphie, puis à une coronarographie. On lui a posé 2 stents sur des artères qui étaient rétrécies mais stables. Robert a dû prendre des anti-agrégants plaquettaires puissants, ce qui lui a causé des bleus et des saignements de nez fréquents, altérant sa qualité de vie sans bénéfice prouvé pour son pronostic vital. Si vous êtes capable de monter 2 étages sans vous arrêter, de marcher d'un bon pas ou de faire vos courses sans douleur dans la poitrine ni essoufflement anormal, votre cœur fonctionne probablement assez bien pour votre âge. La meilleure façon de prévenir les problèmes cardiaques n'est pas de multiplier les tests de dépistage, mais de contrôler vos facteurs de risque connus, la tension artérielle, le cholestérol, le diabète, le tabac et le poids. Un bon médecin évaluera votre risque cardiovasculaire global en calculant un score basé sur ces facteurs, plutôt qu'en vous envoyant courir sur un tapis roulant sans raison. Si votre risque est faible ou modéré et que vous n'avez pas de symptômes, les recommandations actuelles ne soutiennent pas le dépistage systématique par épreuve d'effort. Cela ne fait qu'augmenter l'anxiété et le risque de cascade d'examens inutiles, comme nous l'avons vu pour Robert. Bien entendu, si vous ressentez des douleurs dans la poitrine, une oppression, des palpitations ou un essoufflement inhabituel à l'effort, la situation est complètement différente. Dans ce cas, les tests sont indispensables pour diagnostiquer une maladie coronarienne et adapter le traitement. Mais en l'absence de ces signaux d'alerte, votre corps ne vous cache rien qui justifie une investigation agressive. Il est aussi important de savoir que les tests d'effort ont une précision limitée, surtout chez les femmes et les personnes âgées. Ils peuvent rassurer faussement, faux négatifs, ou inquiéter inutilement, faux positifs. Se fier uniquement à un test pour évaluer sa santé cardiaque est une vision réductrice. Votre capacité fonctionnelle au quotidien est souvent un bien meilleur indicateur de la santé de votre cœur. Posez des questions à votre cardiologue ou généraliste. Pourquoi me prescrivez-vous ce test? Est-ce parce que j'ai des symptômes ou est-ce un dépistage systématique? Quels sont les risques si le résultat est un faux positif?
Ces questions montrent que vous êtes informé et soucieux de ne pas subir d'examens inutiles. Un médecin bienveillant appréciera votre implication et prendra le temps de justifier sa démarche ou de revoir sa prescription. En conclusion, la prévention cardiaque passe avant tout par l'assiette et les baskets, pas par la salle d'examen. Manger sainement, régime méditerranéen, bouger régulièrement, ne pas fumer et gérer son stress sont les piliers de la santé cardiovasculaire. Aucun test ne remplacera jamais ces habitudes de vie fondamentales. Accepter de vieillir avec un cœur qui a vécu, mais qui fonctionne bien, c'est aussi faire preuve de sagesse. Pour conclure, il est essentiel de retenir que la médecine a fait des progrès immenses pour nous soigner, mais qu'elle peut aussi parfois en faire trop. Après 60 ans, votre corps a changé, et il est normal que certains examens ne donnent plus les mêmes résultats qu'à 30 ans. Accepter ces changements physiologiques ne signifie pas renoncer à se soigner, mais choisir intelligemment ses batailles. Refuser un examen inutile, ce n'est pas être négligent, c'est être prudent. C'est protéger son corps contre des interventions agressives qui n'apportent pas de bénéfices réels en termes de qualité ou de durée de vie. C'est privilégier le bien-être au mieux-être illusoire promis par la technologie médicale à outrance. Chaque fois qu'un médecin vous propose un nouveau test de dépistage ou de contrôle, posez-vous ces 3 questions simples. Est-ce que j'ai des symptômes qui justifient ce test? Quels sont les risques réels de ce test et des traitements qui pourraient en découler? Et est-ce que le résultat va changer ma façon de vivre ou de me soigner? Si les réponses ne sont pas claires ou convaincantes, prenez le temps de réfléchir et d'en discuter à nouveau. Votre santé vous appartient et vous êtes le meilleur expert de votre propre ressenti. Faites confiance à votre bon sens et à votre corps. Ne laissez pas la peur de la maladie dicter votre conduite, mais laissez plutôt le désir de bien vivre guider vos choix médicaux. Si vous connaissez quelqu'un de plus de 50 ans qui pourrait bénéficier de ces conseils pour éviter des examens inutiles, partagez cette vidéo avec lui et abonnez-vous pour plus de conseils de santé simples et pratiques.